Une encyclopédie ukrainienne parue en 2002, c'est-à-dire des recherches récentes. En histoire, plus les recherches sont récentes, plus elles sont complètes, évidemment. Eh bien, en 2002, on évaluait à plus de 2 millions le nombre de personnes capturées entre 1482 et 1760 par les Tatars de Crimée à destination de l'Empire ottoman. En l'espace donc d'à peu près 300 ans, plus de 2 millions de personnes. Donc si on prend toute la période qui va de l'année 700 à peu près à l'année 1830 à peu près, on peut affecter à ce chiffre un multiplicateur de 2, de 3 ou de 4. Donc c'est un nombre très important de personnes qui ont été victimes de l'esclavage des Blancs. Et je le dis tout de suite, ce sont des gens de toutes les religions et de tous les pays. Donc rien d'anecdotique si on compare à la traite transatlantique, à la traite transsaharienne ou à la Shoah. Les espaces concernés, ça démarrait depuis l'Islande pour aller jusqu'à Shanghai, c'est-à-dire vraiment un espace énorme, en passant par Gibraltar, toute l'Europe occidentale, centrale, orientale, Verdun. Beaucoup d'entre nous ne connaissent Verdun que pour la guerre de 14-18. Verdun était l'un des principaux marchés aux esclaves au Xe, XIe siècle après Jésus-Christ. La France, l'Espagne, l'Angleterre ont été donc concernés. Un aller-retour d'un bout à l'autre, eh bien, c'était 3 ans en moyenne, c'était pas 6 mois. Alors, je ferai une mention particulière pour l'Irlande, qui n'est pas sur la carte, sur l'une des cartes, mais qui a connu un esclavage féroce à une période relativement récente, c'est-à-dire entre 1650 et 1840. Les Anglais et les Irlandais, il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait la paix, il y a quelques dizaines d'années, se sont fait une guerre féroce à ce moment-là. Le trajet concernait les Antilles et l'Amérique. Jacques Ier, Charles Ier, roi d'Angleterre, puis Olivier Cromwell, ont vendu des Irlandais. Le nombre de tués, rien que de 1641 à 1652, 500 000 tués. Le nombre de déportés, 300 000 déportés. La population irlandaise est passée de 1 500 000 à 600 000, 1 500 000 à 600 000 en moins de 10 ans. Destination Barbade, Antigua, Montserrat, Virginie, Nouvelle-Angleterre. Mais nous étions donc concernés. Alors les propriétaires d'esclaves en Amérique ont souvent fait des croisements entre des esclaves africains et des Irlandaises. Parce qu'à l'époque, le prix d'une esclave irlandaise ou d'un esclave irlandais était de l'ordre de 5 livres sterling, alors que le prix d'un esclave africain était de l'ordre de 50 livres sterling, 10 fois plus cher. Donc ils estimaient commode de faire des croisements pour avoir des métis qui leur rapportaient plus que ne rapportaient les Irlandais ou les Irlandaises tout seuls. Pour revenir à l'Europe et au Moyen-Orient, donc l'échange, les termes de l'échange portaient avec des intensités variables en fonction des périodes sur les marchandises suivantes. Venant d'Orient, de l'or, des soieries, des épices, des pierres précieuses, des parfums, des tissus d'ameublement, des drogues venant notamment de l'Inde, et puis venant d'Occident, des armes, des sabres et des épées, de Tolède en particulier, des armures, des cottes de mailles, des vins, des fourrures d'apparat, même dans les déserts, du bois et surtout des esclaves. L'approvisionnement en esclaves provenait pour le Moyen-Orient de 3 sources différentes, donc l'Afrique noire par le Sahara, l'Europe du Nord et puis l'Europe du Sud. Le prix des esclaves était variable. Fonction du sexe, en général les hommes valaient un peu plus que les femmes, parce qu'il y avait la force physique en plus. L'âge,
les jeunes étaient plus chers, on cherchait beaucoup les adolescentes de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Les jeunes coûtaient plus cher que les adultes. Je rappelle qu'à l'époque, sans être esclave, la durée de vie moyenne était très brève. C'est-à-dire qu'une femme de 30 ans, c'était déjà une vieille femme. Donc on cherchait des gens très jeunes pour travailler un certain temps. Ça dépendait également du nombre. À certains moments, il y avait de grosses razzias ou bien de grosses captures sur des bateaux. Donc il y avait beaucoup d'esclaves disponibles et un esclave valait pas plus qu'un oignon, lit-on dans certains bouquins. Mais en moyenne, un esclave valait plus cher que ça. C'était la valeur d'un cheval, une valeur supérieure à celle d'une mule, dit-on. Alors la mondialisation avait donc commencé. Les communautés qui disposaient d'un réseau avaient naturellement un avantage. Et les opérations bancaires, notamment sous l'impulsion des négociants italiens, allaient se développer dans le même temps pour permettre les échanges à distance. La lettre de change a été inventée depuis le Moyen-Âge. Tels sont donc les termes de l'échange tels que je vous les proposer très rapidement. Ensuite, les acteurs. C'est très important. Alors, encore un mot sur l'objet, le cœur. Donc les peuples d'Europe centrale, les Russes, les Ukrainiens, je prends les termes d'aujourd'hui, à l'époque c'était d'autres termes, les Polonais, les Tchèques, les Serbes, les Croates, les Bulgares, du monde appelé communément slave. On appelait slaves même des gens qui venaient d'Islande, mais les Slaves c'était des gens d'Europe centrale, à telle enseigne qu'à partir du IXe siècle, il y a eu une identité entre le rôle d'esclave et le nom de ces peuples-là. On a appelé esclaves tous ceux qui étaient slaves et qui vivaient là. C'était vraiment la source principale. Mais il fallait aller les chercher, ces gens-là, ces esclaves, ces pauvres esclaves. Et il y avait ce qu'on appelle des rabatteurs. Ça existe encore dans certaines activités. Et ces rabatteurs on les appelait les varegs. Les varegs sont ceux que nous appelons les vikings. Étaient des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Finlandais. À l'époque perçus comme des brutes à l'état pur. C'est-à-dire des gens qui étaient très forts en navigation, mais qui étaient d'une brutalité inouïe, qui ne se lavaient pas souvent, qui violaient toutes les femmes qu'ils croisaient, qui étaient toujours prêts à sortir le couteau ou la hache pour tuer quelqu'un. C'est eux qui servaient de rabatteurs et ils ont sévi dans toute l'Europe du Nord et ils sont descendus plus bas. C'était de grands navigateurs. Et les clients? Les clients, c'était principalement les pays arabo-musulmans. Les Turcs, les Irakiens, les Syriens, les Égyptiens, mais aussi le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, qui avaient des villes de grands marchés. Certainement, les arabo-musulmans, historiquement, sont les peuples où l'esclavage a tenu, et de très loin, le plus grand rôle. Toute la société était organisée avec l'utilisation d'esclaves. Et il en fallait tout le temps, je vais rappeler tout à l'heure pourquoi. Mais il y avait aussi de riches marchands européens, notamment italiens, Marc l'a rappelé. Venise avait, il y a encore quelques années, un quai qui s'appelait le quai des Esclavons. Venise s'est enrichie. Et quand vous allez en Italie et que vous voyez, pas seulement en Italie, en Autriche, c'est un peu le même problème, mais l'Italie est assez exceptionnelle quand même, que vous voyez la profusion d'œuvres d'art d'extraordinaire qualité, de statues, de palais, etc., vous vous dites que c'est un pays où, à un moment donné, l'argent a coulé à flot. Et il y a eu en plus, bien sûr, le génie d'un certain nombre de grands artistes, tels qu'on en est frappé quand on va à Rome en particulier. Mais c'était les Arabes qui étaient les principaux clients. En plus, ils avaient des bateaux qui étaient plus faciles à manœuvrer que les bateaux utilisés notamment par l'Europe du Nord, parce qu'ils avaient des rameurs, des galériens,
Et quand vous avez en plus des voiles, des galères, des rameurs, ça vous donne une maniabilité beaucoup plus importante. Donc on a vu quel était l'objet, on a vu quels étaient les rabatteurs, on a vu quels étaient les clients. Mais il y avait des grands organisateurs, il y avait des logisticiens, il y avait des banquiers. Et ces organisateurs, ces logisticiens, ces banquiers étaient fréquemment des marchands israélites de Hollande. Il n'y avait pas que, mais ils avaient un rôle extrêmement important à ce moment-là. Mais aussi les négociants des ports, comme je le disais. Et Verdun était une des villes importantes où il y avait beaucoup de chrétiens qui opéraient, pas seulement des Israélites. Et c'était un centre de castration, castration blanche ou castration noire, on va y venir tout à l'heure. Cordoue, sous occupation musulmane depuis le début du 8e siècle. Alors comment appelait-on ces marchands juifs qui parcouraient le monde et la diaspora permettait d'avoir un réseau? On les appelait des radanites. C'est un mot qui a disparu. Les Varegs pour les vikings rabatteurs, les radanites pour les juifs marchands. À l'époque, tout le monde connaissait ces mots-là. Quel a été pendant toute cette période le rôle des religions? Dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part de condamnation de l'esclavage. Quand vous lisez Saint Paul dans le Nouveau Testament, Saint Paul vous dit, regardez, si vous voulez confirmation, il faut obéir très strictement à son maître. C'était véritablement l'encouragement à la soumission. Mais à l'époque, c'était normal, hein, mais il faut le rappeler. Saint Paul donc recommande la plus stricte obéissance au maître. Et il y a eu, en 1550, ce qu'on a appelé la controverse de Valladolid. Est-ce que les Indiens avaient une âme? Est-ce qu'on pouvait les esclavagiser, etc. Et puis, Bartolomeo de las Casas a fait triompher la thèse qu'ils avaient une âme, qu'il fallait prendre beaucoup de précautions, etc. On a traité en creux le problème des Noirs, parce que Bartolomé de las Casas a même donné un certain volume d'esclaves noirs qu'on pouvait faire venir pour remplacer les Indiens, que les Indiens n'ont pas beaucoup accepté l'esclavage. Et puis, finalement, donc la controverse a porté sur les Indiens, elle a porté sur les Africains en creux, mais elle n'a pas porté sur les Blancs. Alors qu'à ce moment-là, on était en train d'esclavagiser beaucoup de Blancs. C'est comme s'ils n'existaient pas, c'était quelque chose de tout à fait, je dirais, naturel. Dans la pratique, les autorités chrétiennes et les autorités musulmanes avaient un regard assez différencié, les autorités juives également. Parce que selon que ceux qu'on esclavagisait étaient de leur religion ou pas, eh bien la réaction n'était pas la même. Il fallait absolument libérer ou empêcher d'emprisonner les gens de sa propre religion, mais quand il s'agissait des gens d'autres religions, eh bien on était beaucoup plus tolérants. Et dans les pays conquis par les musulmans, les chrétiens et les juifs sont tolérés. Dans les pays conquis par les musulmans, eh bien les musulmans acceptent que les chrétiens continuent à exercer leur religion. Mais ils soumettent les chrétiens et les juifs à des impôts auxquels ne sont pas soumis les musulmans. C'est ce qui s'est passé notamment pendant toute la présence musulmane en Espagne. L'Église elle-même avait des esclaves. Au milieu du IXe siècle, le pape Léon emploie des esclaves musulmans et païens pour construire le mur de son palais pontifical. Quand les non-arabes avaient l'occasion de réduire en esclavage des Arabes, ils ne se gênaient pas non plus. Il y a eu des Arabes esclaves. Il ne faut pas du tout croire que tout ça était étanche. Le servage qui a été aboli sous la Révolution en France, eh bien, qui n'est pas si loin de l'esclavage, n'a pas beaucoup ému, en réalité, pendant des siècles, des autorités ecclésiastiques. Mais je veux signaler le